Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une célèbre cartouche qui a plus d'un siècle, le fameux 1662 par 54 mm R. Cette munition est sans doute la plus ancienne cartouche toujours en service aujourd'hui, avec plus de 130 ans de service. D'abord utilisée par le vénérable Mosin Nagant, cette cartouche a été employée par de nombreuses armes, allant de la mitrailleuse au fusil de précision, sans oublier la chasse avec des munitions dédiées. Dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel historique sur le développement du 1662 par 54 et évoquer certaines armes l'utilisant pour montrer sa versatilité, et je vais essayer de m'appuyer sur des armes que l'on a déjà vues sur la chaîne, comme ça vous pourrez consulter les vidéos pour avoir plus d'informations sur les armes à l'écran et celles qui vous intéressent. Mais avant de se plonger dans l'histoire de cette munition, une fois n'est pas coutume, je vous invite chaudement à rejoindre les soutiens de la chaîne grâce au Tipeee en description, car au vu du sujet de ma chaîne YouTube, votre soutien est très important. L'histoire du 1662 par 54 mm R commence à la fin des années 1800, lorsque l'Empire russe cherche à moderniser son armement après l'invention de la poudre sans fumée. À cette époque, les grandes puissances militaires s'équipent de fusils à répétition modernes, et la Russie impériale ne veut pas être en reste. Les ingénieurs russes développent alors une nouvelle cartouche pour accompagner leur nouveau fusil à répétition, le Mosin Nagant modèle 1891. Cette cartouche présente un calibre de 16,62 mm et la longueur de l'étui est de 54 mm. La lettre R, dans sa désignation, indique qu'il s'agit d'une munition à brûler, de l'anglais rimmed. Ce choix simplifie le processus d'extraction, mais il va compliquer son utilisation dans les armes semi-automatiques, mais j'y reviendrai un peu plus tard. A l'origine, la cartouche utilise une ogive ronde, qui était courante pour l'époque, et avec le développement des munitions Spitzer, c'est-à-dire à ogive pointue dans les années 1900, le 16,62 par 54 mm R est mis à jour en 1908 avec un projectile plus aérodynamique, améliorant ainsi sa portée et sa précision. Pendant la Seconde Guerre mondiale, diverses variantes ont vu le jour, y compris des cartouches avec des projectiles perforants, explosifs, traçants, incendiaires et à blanc, adaptés à des usages spécifiques. Une caractéristique notable de cette cartouche est l'utilisation généralisée de l'étui en acier, introduit par l'Union soviétique pour réduire les coûts de production et les besoins en matières premières stratégiques comme le laiton. Ces étuis en acier, souvent recouverts d'un vernis, sont plus économiques à fabriquer, malgré des défauts sur lesquels je reviendrai bientôt. Il serait impossible de dresser la liste de toutes les armes utilisant le 16,62 par 54 mm, néanmoins je vais citer quelques exemples pour vous montrer la polyvalence de cette munition. Difficile d'évoquer cette cartouche sans parler de la longue famille des Mosin Nagant. Conçue en 1891, cette arme robuste et fiable a connu de nombreuses déclinaisons adaptées aux besoins spécifiques des troupes. On a le fusil d'infanterie modèle 1891, le célèbre 91-30 qui est la version modernisée du fusil d'infanterie. On a aussi des versions spécialisées comme le M38 et le M44 avec baïonnette repliable. Et les Mosin Nagant ont été utilisés lors des deux guerres mondiales et sont toujours présents dans les conflits actuels. On avait vu d'ailleurs des photos de la version PU en Ukraine. Côté arme automatique, je vous avais présenté il y a quelques temps la mitrailleuse PM 1910, dont l'histoire commence le 8 mars 1888, le jour où Hiram Maxim se rend en Russie pour présenter sa mitrailleuse à l'empereur Alexandre III. Au début, la mitrailleuse utilise la munition de 10,67 par 58 mm R Berdan, et son arme impressionne par ses performances, et la Russie décide alors d'en commander. Avec l'introduction de la cartouche de 16,62 par 54 mm, une nouvelle version de la mitrailleuse devient nécessaire. Cette nouvelle mitrailleuse est alors fabriquée à l'arsenal de Toula et elle est désignée PM 1910, PM pour Puliemot Maxima 1910, et elle devient un élément clé de l'arsenal russe. Cette mitrailleuse Maxim 1910 a connu une carrière remarquable. Déployée pendant la Première Guerre mondiale, elle a également servi, bien qu'à moindre mesure, durant la Seconde Guerre mondiale. Et plus récemment, des photos ont révélé son utilisation lors du conflit en Ukraine, soulignant la durabilité et la longévité de cette arme historique. Autre arme iconique, le fusil semi-automatique SVT-40, avec lequel je n'ai malheureusement pas eu la chance de tirer, mais ce n'est que partie remise. Dans les années 1930, l'Union soviétique cherche à doter son armée de fusils semi-automatiques pour remplacer les fameux Mosin Nagant. Les ingénieurs Sergei Simonov et Fedor Tokarev vont alors développer deux fusils en compétition. L'AVS 36 de Simonov est d'abord adopté, mais ses problèmes de fiabilité conduisent à son remplacement par le SVT 38, puis le SVT 40 conçu par Tokarev.
Bien que ces fusils n'aient pas réussi à supplanter complètement les Mosin Nagant, plus d'1,6 million de SVT-40 seront produits. Moins populaire que le fameux M1 Garand américain, le SVT-40 demeure une arme moderne et innovante pour son époque, notamment grâce à son mécanisme à piston à course courte qui inspirera de nombreuses armes après la guerre. Côté fusil de précision, on a bien sûr le SVD qui est une arme iconique et qui résulte des leçons de la Seconde Guerre mondiale. En 1957, un appel d'offres est lancé et le fusil conçu par Evgeny Dragunov est retenu et le SVD sera officiellement adopté en 1963. Aujourd'hui, des variantes modernes du SVD comme le SVD-M sont toujours en production, ce qui témoigne de la robustesse et de la longévité de cette arme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'AK et le SVD n'ont pas grand chose en commun. Mécaniquement, le SVD fonctionne avec un système d'empreinte gaz à course courte, contrairement au fusil Kalachnikov qui utilise un piston à course longue. Le fusil de précision serbe Zastava M91, lui, est plus proche de l'AK, car son mécanisme utilise le même type de piston, et l'arme est aussi aménagée pour le 16-62 par 54 mm, comme son homologue soviétique. Ainsi, plusieurs pays utilisent cette cartouche. En effet, bien qu'elle soit d'origine russe, la cartouche de 16-62 par 54 mm R a connu une diffusion mondiale, grâce évidemment à l'influence géopolitique de l'Union soviétique. Pendant la guerre froide, cette cartouche a été adoptée par les forces armées de nombreux pays alliés ou sous influence de l'URSS. Elle a été produite dans des pays tels que la Chine, la Hongrie, la Pologne et bien d'autres, et cette large distribution a conduit à une disponibilité massive des armes et des munitions, ce qui explique pourquoi cette cartouche reste encore utilisée aujourd'hui. Elle est particulièrement prisée dans les régions où les équipements militaires soviétiques dominent, comme le Moyen-Orient, l'Afrique et certains pays d'Asie. Malgré ses nombreuses qualités, le 16-62 par 54 n'est pas exempt de défauts, certains étant liés à son âge et à son design initial datant de la fin du 19e siècle. Le bourrelet, élément distinctif de cette cartouche de 16-62 par 54, était une caractéristique courante à l'époque de sa conception, facilitant l'extraction dans des armes à répétition manuelle. Cependant, ce design pose des défis dans des armes semi-automatiques et automatiques modernes. Le bourrelet peut causer des problèmes d'alimentation, en particulier dans des chargeurs à haute capacité où les cartouches peuvent se chevaucher et se bloquer. Le 16-62 par 54 mm R adopte aussi une forme en bouteille typique des cartouches de son époque, mais cette géométrie peut rendre l'alimentation moins fluide dans les systèmes d'alimentation modernes par rapport à des cartouches de conception plus récentes. L'étui en acier, largement utilisé dans les munitions militaires, est une solution économique et robuste, mais elle n'est pas sans inconvénients. Contrairement aux étuis en laiton, les étuis en acier sont moins malléables, ce qui peut entraîner une usure accrue des chambres et des extracteurs. De plus, ils sont souvent recouverts de vernis ou de polymère pour prévenir la corrosion, ce qui peut laisser des résidus dans la chambre après plusieurs tirs, nécessitant un nettoyage plus fréquent. Enfin, les étuis en acier ne sont généralement pas adaptés au rechargement. Parmi les cartouches les plus emblématiques et durables de l'histoire de l'armement, le 16-62 par 54 mm R occupe une place de choix. Développée à la fin du 19e siècle pour l'armée impériale russe, cette munition a traversé plus d'un siècle d'évolution technologique, de guerre mondiale et de changements géopolitiques. Malgré l'émergence de nouvelles cartouches modernes, elle reste en usage actif aujourd'hui, ce qui témoigne de sa robustesse, de sa polyvalence et de sa capacité à s'adapter aux besoins des utilisateurs, car de nombreux systèmes d'armes l'utilisent, et on a vu fusils de précision, fusils mitrailleurs, armes semi-automatiques et bien d'autres. Le 16-62 par 54 est bien plus qu'une simple cartouche ancienne, c'est un témoin de l'évolution technologique et des besoins militaires qui ont marqué les 19e et 20e siècles. Sa longévité est un témoignage de son excellente conception initiale qui lui a permis de rester pertinente à travers les siècles. Alors que d'autres munitions viennent et repartent, le 16-62 par 54 continue d'équiper des armées et séduit également les tireurs sportifs, ce qui permet à cette cartouche de maintenir sa place dans l'histoire des armes à feu. En soi, le 16-62 par 54 est une cartouche qui refuse de mourir et qui, pour l'instant, n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous invite également à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.